Chères étudiantes, chers étudiants, bonjour. J'espère que vous portez bien. Je vais vous présenter dans cette vidéo la première partie du deuxième chapitre du cours d'électronique de base. Ce chapitre est intitulé Quadripôle et filtre passif. Dans un premier temps, je vais entamer la notion du quadripôle, dont le sommaire est le suivant. Après quelques définitions, je vais présenter la description matricielle d'un quadripôle, dans laquelle on va voir la matrice impédance Z, la matrice admittance Y, la matrice hybride H et la matrice de transfert T. Puis je vais présenter le groupement ou bien association des quadripoles, à savoir association en cascade, en série, en parallèle, en série parallèle et enfin en parallèle série. Puis je vais présenter les fonctions de transfert et grandeur fondamentale d'un quadripôle, l'impédance d'entrée Z2, l'impédance de sortie ZS, le gain en tension GV et le gain en courant GI. Et finalement, on va terminer par le schéma équivalent en utilisant les grandeurs fondamentales ou bien les caractéristiques fondamentales d'un quadripôle. Par définition, un quadripôle, c'est un composant ou un circuit, c'est-à-dire l'association d'un ensemble de composants qui fait l'échange avec l'extérieur à travers 4 bornes. 2 bornes d'entrée et 2 bornes de sortie. Et alors, on peut représenter tout bloc d'un circuit par un quadripôle. Soit ce bloc constitué par un seul élément ou bien un seul composant, ou bien constitué par plusieurs composantes en association. On distingue deux types de quadripoles, quadripôle actif et quadripôle passif. On appelle un quadripôle actif lorsqu'il est constitué par un élément actif ou bien plusieurs éléments actifs, tels que des générateurs de tension de courant. Et on appelle un quadripôle passif lorsqu'il est constitué uniquement par des éléments passifs comme des résistances, des condensateurs et des bobines. Les signaux électriques en entrée et en sortie peuvent être de nature différente. Peuvent être des tensions, ou bien des courants, ou bien des puissances. On va prendre comme grandeur d'entrée dans notre étude la tension V1 et le courant E1. Et comme grandeur de sortie, la tension V2 et le courant I2. Et par convention, on va considérer que les courants I1 et I2 sont entrants. En général, le quadripôle est alimenté par un dipôle générateur à son entrée qui doit être soit une source de tension ou bien une source de courant, et il est chargé par un dipôle récepteur ou bien qu'on l'appelle une charge d'impédance ZC à son sortie. Son rôle principal consiste à adapter les conditions de fonctionnement entre le dipôle générateur et le dipôle récepteur. Le rôle principal d'un quadripôle, c'est d'amplifier ou de filtrer un signal d'entrée qui peut être soit une tension ou un courant, comme aussi on peut ajouter que l'intérêt principal de la représentation quadripôle, c'est de simplifier les calculs et aussi simplifier l'étude des circuits électroniques en utilisant des schémas équivalents très simples. Maintenant, je vais présenter la description matricielle d'un quadripôle.
On va commencer par la matrice impédance Z. Comme vous savez, les paramètres d'entrée d'un quadripôle sont le courant I1 et la tension V1. Et les paramètres de sortie du quadripôle sont le courant I2 et la tension V2. Ces quatre paramètres, I1, V1, I2, V2, peuvent être reliés de différentes manières. Par exemple, on peut écrire les tensions V1, V2 en fonction du courant I1, I2, comme aussi on peut écrire l'inverse, I1, I2 en fonction de V1, V2. Aussi, on peut écrire la tension V1, I2 en fonction du courant I1, V2, etc. Et alors, pour la matrice impédance Z, on va exprimer les tensions V1, V2 en fonction du courant I1, I2. Le système d'équation est le suivant. V1 égale à Z11 I1 plus Z12 I2. Ici, l'indice 1, c'est l'indice de la tension V1. Et l'indice 1 ici, c'est l'indice du courant I1. Et ici, l'indice 2, c'est l'indice de courant I2. Pour V2 égale à Z21 I1 plus Z22 I2. Toujours le 2 ici. L'indice 2, c'est l'indice de la tension V2. Et ici, l'indice 1, c'est l'indice du courant I1. Et ici, l'indice 2, c'est l'indice du courant I2. On remarque bien que ces paramètres Z et J, leur dimension, c'est dimension d'une impédance. Et alors, l'unité de Z et J, c'est l'ohm. On peut écrire ce système sous forme matricielle. Et alors, on trouve que la matrice, ou bien les éléments de la matrice sont Z11, Z12, Z21, Z22. On appelle cette matrice, la matrice Z, c'est la matrice impédance. Si on a trouvé que les éléments de la matrice du deuxième diagonale sont égaux, c'est-à-dire Z12 égale à Z21, le quadripôle est dit réciproque. Il faut noter bien ici que tout quadripôle passif est réciproque. C'est-à-dire, si un quadripôle est constitué essentiellement, ou bien il est constitué seulement par des impédances, ou bien par des condensateurs, des bobines et des résistances, on va trouver que Z21 égale à Z12. C'est-à-dire, tout quadripôle passif est réciproque. Aussi, il faut noter que c'est en plus Z11 égale à Z22, on appelle que le quadripôle est symétrique. La question qui se pose maintenant, comment déterminer les paramètres Z et J et quelle est leur signification physique. D'après ce que nous avons vu, que le système d'équation qui va relier les tensions V1, V2 avec les courants I1, I2 est le suivant. V1 égale à Z11 I1 plus Z12 I2 et V2 égale à Z21 I1 plus Z22 I2. On remarque bien, lorsqu'on met I2 égale à 0, c'est-à-dire lorsque la sortie du quadripôle est ouverte, on va avoir V1 égale à Z11 I1 et V2 égale à Z21 I1. Et par suite, on déduit que Z11 égale à V1 sur I1 avec I2 égale à 0. Et Z21 égale à V2 sur I1 avec I2 égale à 0. La signification physique de Z11, il s'agit d'un rapport entre tension et courant, donc c'est une impédance.
Il s'agit du rapport de tension d'entrée sur le courant d'entrée, donc c'est une impédance d'entrée, avec I2 égale à 0, c'est-à-dire à vide. Donc la signification physique de Z11, c'est une impédance d'entrée à vide ou bien à sortie ouverte. Pour Z21, il s'agit toujours d'un rapport de tension sur un courant, c'est une impédance, et cette fois, c'est la tension de sortie V2 sur le courant d'entrée E1. Donc il s'agit d'une impédance de transfert direct à sortie ouverte. Pour les paramètres Z12 et Z22, donc d'après le système d'équation précédent, lorsqu'on met I1 égale à 0, c'est-à-dire lorsqu'on met l'entrée ouverte, on va avoir que V1 égale à Z12 I2 et V2 égale à Z22 I2. Et par suite, on déduit que Z12 égale à V1 sur I2 avec I1 égale à 0. Sa signification, c'est une impédance, bien sûr, car il s'agit d'un rapport de tension sur un courant. Et encore, il s'agit du rapport de tension d'entrée sur le courant de sortie, I2. Donc, c'est une impédance de transfert inverse à entrée ouverte. Pour Z22 égale à V2 sur I2, avec I1 égale à 0, c'est une impédance de sortie car il s'agit d'un rapport de tension sur un courant de sortie. Tension de sortie et courant de sortie, donc c'est une impédance de sortie à entrée ouverte. Et voilà, on a déterminé les définitions des paramètres Z et J et aussi on a donné leur signification physique. Passons maintenant au schéma équivalent du quadripôle. Il est parfois commode de remplacer le quadripôle étudié par son schéma équivalent donné par la matrice du quadripôle. La connaissance de ce schéma équivalent devient très utile lorsque le réseau réel n'est pas connu et que la détermination des paramètres résulte de mesures. Si alors les paramètres Z et J d'un quadripôle sont déterminés, donc on peut donner le schéma équivalent du quadripôle qui sera une impédance Z11 en série avec une source de tension dans l'étage d'entrée de ce quadripôle. Comme vous savez, les grandeurs d'entrée de ce quadripôle sont V1 et 1. Donc selon la loi de May, on peut avoir que V1 égale à Z11 I1 plus Z12 I2. Donc la première équation de ce système est bien vérifiée. De même, les grandeurs de sortie du quadripôle sont V2 et I2. Donc l'étage de sortie de ce quadripôle peut être équivalent à une impédance Z22 en série avec une source de tension Z21 et 1. Et alors, selon la loi de May, on peut écrire que V2 égale à Z22 I2 plus Z21 et 1. C'est-à-dire que la deuxième équation du système, cette équation-là, est bien vérifiée. Donc on a donné le schéma équivalent du quadripôle donné par la matrice impédance de ce quadripôle. On va faire maintenant un exercice dans lequel on va déterminer les éléments de la matrice impédance du quadripôle en T avec Z1, c'est un résistor de résistance R, Z2, c'est une bobine d'impédance ZL, Z3, c'est un condensateur d'impédance ZC. Et alors, les grandeurs ou bien les paramètres d'entrée de ce quadripôle sont V1 et E1, et les grandeurs de sortie de ce quadripôle sont V2 et 2. On remarque bien que le courant qui va circuler dans l'impédance Z3
c'est la somme, selon la loi de nœud, et 1 plus I2. Premièrement, on va déterminer les paramètres Z et J par calcul direct. Tout d'abord, on va représenter sur notre circuit les tensions aux bornes de chaque élément. Puis, on va appliquer la loi des mailles. Pour la première maille, on remarque bien que V1 égale à Z1 et 1 plus Z3 facteur de I1 plus I2. Et pour la deuxième maille, on remarque bien que V2 égale à Z2 I2 plus Z3 facteur de I1 plus I2. Et alors, V1 égale à Z1 plus Z3 I1 plus Z3 I2. Et V2 égale à Z3 I1 plus Z2 plus Z3 facteur de I2. D'où on déduit que la matrice impédance est la suivante. On va remplacer Z1 par R, Z2 par GL oméga et Z3 par 1 sur GC oméga. On remarque bien que les éléments de la seconde diagonale sont égaux et alors le quadrupole est réciproque. Bien sûr, car il s'agit d'un quadrupole passif. En plus, c'est Z1 égale à Z2, alors le quadrupole doit être symétrique. Maintenant, on va déterminer les coefficients Z et J en utilisant les définitions. On a vu que, par définition, lorsque I2 égale à 0, c'est-à-dire la sortie est ouverte, Z11 égale à V1 sur I1 avec I2 égale à 0 et Z21 égale à V2 sur I1 avec I2 égale à 0. Et alors le schéma ou bien le circuit équivalent est le suivant. Comme I2 égale à 0, c'est-à-dire le dipôle d'impédance Z2 est parcouru par un courant nul, c'est-à-dire la tension à ces bornes est nulle, donc on peut le remplacer par un fil. Et comme I2 égale à 0, donc le dipôle d'impédance Z3 est parcouru par le courant I1. Et aussi le dipôle d'impédance Z1 est parcouru par le courant I1. Donc V1 égale à Z1 plus Z3 fois I1 lorsque I2 égale à 0. Et aussi V2 égale à Z3 et 1. Et par suite, on déduit que Z11 égale à V1 sur I1 lorsque I2 égale à 0, qui égale à Z1 plus Z3, qui égale à R plus 1 sur GC oméga. Et Z21 égale à V2 sur I1 avec I2 égale à 0, qui égale à Z3, qui égale 1 sur GC oméga. Donc, on a déterminé les coefficients Z11 et Z21. De même manière, on va déterminer les coefficients Z22 et Z12. Par définition, dans le cas où I1 égale à 0, c'est-à-dire l'entrée est ouverte, alors le circuit équivalent au montage principal est le suivant. Comme Z1 est parcouru par un courant nul, c'est-à-dire la tension à ces bornes est nulle, donc on peut le remplacer par un fil. Donc le courant qui va circuler dans le dipôle d'impédance Z2 et qui va circuler aussi dans le dipôle d'impédance Z3, c'est I2. Et par suite, on déduit que V2 égale à Z2 plus Z3 fois le courant I2 avec I1 égale à 0. Donc Z22 égale à V2 sur I2 égale à Z2 plus Z3 qui égale à GL oméga plus 1 sur GC oméga. Et Z12 égale à V1 sur I2 qui égale à Z3 qui égale à 1 sur GC oméga. Donc on a déterminé les paramètres ou bien les coefficients Z22 et Z12. Prenons maintenant l'exercice 2, dans lequel on va déterminer les coefficients Z et J
de la matrice impédance du quadrupole en pi, en utilisant les définitions des paramètres. On a vu que par définition, lorsque I2 égale à 0, c'est-à-dire la sortie est ouverte, on aura par définition que Z11 égale à V1 sur I1 avec I2 égale à 0, et Z21 égale à V2 sur I1 avec I2 égale à 0. Et alors, le circuit équivalent est le suivant. On remarque bien que le dipôle d'impédance Z3 et le dipôle d'impédance Z2 sont en série, car I2 égale à 0. Et par suite, on remarque bien que le dipôle d'impédance Z1 est en parallèle avec les deux dipôles Z2 d'impédance Z3 et d'impédance Z2. Donc, on peut écrire que V1 égale Z1 qui est en parallèle avec Z2 plus Z3 fois le courant I1 principal. Et alors, V1 doit être égal à Z1 facteur de Z2 plus Z3 sur Z1 plus Z2 plus Z3 et 1. Comme aussi, on remarque bien que V2 égale à Z2 fois le courant I. Et en utilisant le diviseur de courant, donc I doit être égal à Z1 divisé par Z1 plus Z2 plus Z3. D'où on déduit que V2 égale à Z1 fois Z2 sur Z1 plus Z2 plus Z3 et 1. Et alors, on va déduire que Z11 doit être égal au produit de Z1, Z2 plus Z3 divisé par la somme de Z1 plus Z2 plus Z3 et Z21 égale au produit de Z1, Z2 divisé par la somme Z1 plus Z2 plus Z3. Donc on a déterminé les coefficients Z11 et Z21. Passons maintenant à la détermination des paramètres Z12 et Z22 en utilisant leur définition. On a vu que lorsque I1 égale à 0, c'est-à-dire lorsque l'entrée est ouverte, par définition, on aura Z12 égale à V1 sur I2 avec I1 égale à 0, et Z22 égale à V2 sur I2 avec I1 égale à 0. Donc le circuit équivalent au montage est le suivant. Donc, le dipôle d'impédance Z2 est parcouru par le courant I2 moins I, et les deux impédances qui sont en série, Z1 et Z3, sont parcourues par le courant I, car I1 égale à 0. Et alors, en utilisant le diviseur de courant, on remarque bien que V1 égale à Z1 fois I. Or, I égale à Z2 divisé par Z1 plus Z2 plus Z3. Donc, V1 il doit être égal au produit Z1, Z2 divisé par la somme Z1 plus Z2 plus Z3, I2. D'où on déduit que Z1, 2 égale à Z1, Z2 divisé par Z1 plus Z2 plus Z3. Encore, d'après le circuit équivalent, remarque que V2 égale à Z2 facteur de I2 moins I. Or, d'après la règle du diviseur de courant, I2 moins I égale à la somme de Z1 plus Z3 divisé par la somme des impédances Z1 plus Z2 plus Z3 fois le courant principal I2. Donc, V2 égale au produit de Z2 facteur de Z1 plus Z3 divisé par la somme Z1 plus Z2 plus Z3 et 2. D'où le paramètre Z22 égale au produit Z2 facteur de Z1 plus Z3 divisé par la somme Z1 plus Z2 plus Z3. Et finalement, on a déterminé la matrice impédance Z, donc qui sera la suivante. Donc on remarque ici
que le quadrupole est réciproque parce que les paramètres Z12 et Z21 sont égaux. En plus, si Z1 égale à Z2, le quadrupole doit être symétrique. On est arrivé à la fin de cette première capsule du chapitre 2. Pour la prochaine capsule, je vais présenter la description matricielle d'un quadrupole en utilisant les matrices admittance, hybride et de transfert. Je vous remercie pour votre attention.